Bonjour, nous sommes le dimanche 7 juin et il est presque 15 heures. Et j'ai décidé, là, il y a quelques minutes, de vous faire une petite capsule vidéo aujourd'hui sur un nouveau thème qui sera le thème de la génomique. Et donc, je cherche encore un titre, je pense que je vais l'appeler Pourquoi la génomique ou Vive la génomique. Alors bon, il va falloir évidemment que je vous explique ce que c'est que la génomique. Mais avant, je vous rappelle que, évidemment, nous sommes en balade avec Goliath, qui n'a pas encore sa laisse, donc à un moment donné, je vais devoir la lui attacher parce qu'on va s'approcher de la route. Enfin, ici, on est dans le cœur du village où il y a peu de trafic, mais on va s'approcher de la grande route. Donc, la génomique est le sujet du jour. Alors, oui, tout d'abord, on m'a dit que je devais acheter un stabilisateur pour que l'image soit meilleure, que ça allonge un peu mon bras, que l'image ne soit pas très sautante et coupée. Et donc, mais j'attends. Je suis conseillé pour mes vidéos par Raphaël, mais il ne me dit pas quel stabilisateur acheter. Alors, comment voulez-vous? Enfin, quand il va entendre la vidéo, je sens que je vais avoir l'information. Bon, donc, je vais essayer de tenir ce téléphone comme il faut. Et donc, cette génomique est vraiment un outil nouveau pour la médecine de tous les jours, la médecine surtout préventive, évidemment, puisque c'est celle qui m'intéresse dans le cadre de la médecine fonctionnelle. Et cette génomique fait partie de la génétique, mais ne doit pas être confondue avec l'ensemble de la génétique parce que la grosse distinction, si vous voulez, c'est les maladies génétiques d'un côté, où il peut y avoir des aspects préventifs, mais aussi où il peut y avoir des pathologies. Bon, Goliath a l'énergie aujourd'hui. Bon. Et donc, je cours après pour lui mettre sa laisse. Et donc, la génétique, dont vous avez entendu parler, tout le monde connaît des maladies génétiques. Et la génomique, ce n'est pas une maladie. Okay? La génomique, c'est plutôt un réglage. En anglais, je dis setting. Okay? Donc, personne ne va avoir une anomalie génomique. Il n'y a pas la normale en deux mots, et l'anormal et l'apostrophe anormal. Non, il y a ce qu'on appelle la copie d'un gène sauvage, en anglais wild, et d'un côté, et de l'autre côté, vous avez le gène variant en anglais. Donc là, les termes sont tout à fait superposables. Et donc, ne vous emballez pas trop vite. Le gène variant n'est pas nécessairement plus mauvais ou n'a pas nécessairement des conséquences négatives par rapport au gène sauvage. Hop, voilà. Allez, ouf. Et voilà la première voiture. Et donc, ce gène variant peut être, dans certains cas, favorable par rapport au gène sauvage. Donc, le gène sauvage, c'est le gène en général le plus fréquent. Okay ? Même s'il y a des cas où il y a beaucoup de variance. Mais le gène sauvage, c'est le gène de référence. Très souvent, il est plus favorable. Mais pas toujours. Donc, on va tester un gène sur un mode donc génomique. Alors on appelle ça aussi tester un polymorphisme. Et donc ça veut dire qu'on regarde une région particulière du gène. Parfois pour le même gène, il y a plusieurs régions à examiner. Typiquement, ça peut aller jusque 3. Bon, il n'y a pas de limite en fait, mais
En pratique, c'est souvent 1, mais parfois c'est 2 ou 3 régions. Et donc, c'est chaque fois un polymorphisme. Et comme le mot l'indique, le mot polymorphisme est intéressant aussi. Il y a différentes présentations. Polymorphisme. Et on va en tirer des conclusions pour le patient qui est testé. Et on va adapter un certain nombre de facteurs à ce polymorphisme qu'on va appeler le génotype. Okay. Donc le génotype, c'est littéralement la manière dont le gène se présente. Il y a ces petites variations d'un individu à l'autre qui donnent donc différents génotypes en fonction de ce que nous avons hérité des 2 parents. Une copie du père, une copie de la mère. On n'est jamais capable de dire quelle copie vient de qui, hein. Sauf si évidemment on fait des recherches génomiques sur les parents, et alors on peut éventuellement retracer d'où vient une copie variante. Mais sans test sur ses parents, on ne peut jamais dire celui qui a donné la copie variante, s'il y a une copie variante. Bon, évidemment, il y a des cas où il n'y a pas de discussion. Ce sont les cas où les 2 copies sont sauvages ou les cas où les 2 copies sont variantes. Tout ça, ce sont des génotypes qu'on va appeler homozygotes. Hein. Donc, homozygote, la même copie de chaque côté, qu'elle soit variante ou sauvage. Donc, homozygote variant, homozygote sauvage. Et dans le 3e cas, ce sera hétérozygote. Hétérozygote, on n'a pas besoin de préciser, on sait d'office qu'il y a une copie variante et une copie sauvage. Donc, il y a 3 cas de figure. Homozygote sauvage, on va dire que c'est ça le génotype auquel on peut s'attendre, mais qui n'est pas nécessairement largement dominant. Hein. Il y a des polymorphismes où il y a énormément de variance. Il y en a d'ailleurs où il y a plus de variants que de versions sauvages, surtout quand ce sont des polymorphismes multiples dans le même gène. Et donc, 3 cas de figure, homozygote sauvage, a priori ce qui domine, mais avec les exceptions. Homozygote variant, c'est tout à fait l'inverse. Et puis entre les 2, hétérozygote. Voilà, ce sont les 3 possibilités. Alors, ce qui est intéressant de préciser aussi à ce stade, c'est que le polymorphisme hétérozygote peut donner des perturbations, peut apporter des dysfonctions, parfois significatives. Ça peut porter à conséquence, on en parlera plus tard. Alors ici, Goliath a rencontré son grand copain, le border collie de la ferme. Vous voyez. Et alors là, bon, pour stabiliser mon portable, ça va être une autre paire de manches. Bon, concentrons-nous. Goliath ici. Et donc, ces polymorphismes hétérozygotes, enfin ces génotypes hétérozygotes, parfois n'auront pas d'impact. Et donc, ce génotype se comparera au génotype homozygote sauvage. Mais parfois, ils auront déjà un impact, même si on a une bonne copie du gène, avec une seule copie variante. Les génotypes... Oh, on se calme. Non, je ne veux pas tout ça. Allez. Et il se passe toujours des choses dans ces... Il fallait qu'on tombe sur le grand chien de la ferme en liberté. Et donc, le génotype homozygote variant, lui, va toujours avoir impliqué une perturbation
dans un sens ou dans l'autre. Je vous dis en général défavorable, parfois favorable. Mais l'hétérozygote n'est pas toujours, ne porte pas toujours à conséquence, disons-le comme ça. Okay, donc tout ça, il faut savoir, et pour chaque gène, l'interprétation va être différente. Donc ce sont les interprétations qui doivent être médicalisées. Il faut connaître le sujet. Alors, vous pourriez commencer à vous dire à ce stade, mais qu'est-ce qu'il nous raconte avec sa génomique? À quoi est-ce que ça sert? Réfléchissons un peu. On parle bien ici de gènes. Okay, de conformation de gènes, de présentation de gènes, de génotype. Le génotype, il est fixe. On n'a aucune technologie au jour d'aujourd'hui, il va se passer du temps avant qu'on en ait, qui va nous permettre de dire d'annoncer au patient qu'on peut améliorer son génotype s'il est défavorable. Il est fixé, point final. Et donc, je crois que c'est quand même assez logique de se dire qu'on a intérêt à connaître le génotype du patient pour un gène donné qui a une fonction importante, parce que c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Il faut faire avec, comme on dit en Belgique. Je ne pense pas qu'à Paris ça passe bien ça, mais vous me comprenez. Et donc, pour moi, c'est très important de connaître le génotype du patient. Parce que, alors, partant de ce fait établi, une fois qu'on est en connaissance du génotype, il faut changer l'environnement. Et l'environnement du patient, c'est-à-dire sa diète, ce qu'il mange, son style de vie, comment il dort, comment il pratique des exercices, tout ce qui a trait évidemment à la toxicologie, le tabac, l'alcool, les drogues, tout cet environnement va mélanger au génotype, aboutir à ce qu'on appelle le phénotype. Le phénotype, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. C'est comment ce gène va finir par influencer la fonction. Et là-dedans, si vous voulez, il y a 30%, peut-être 20 même, disons 30% pour être large, qui vient du génotype. Et il y a 70%, 70%, qui vient de l'environnement. Et donc le phénotype est plus influencé par l'environnement que par le gène. Mais évidemment, cet environnement, ce qui est intéressant, c'est que lui, on peut le changer. Vous n'allez pas changer le gène, vous allez changer l'environnement. Et donc, pour changer cet environnement, il faut connaître le gène. Parce qu'on va changer l'environnement dans un sens différent en fonction du génotype. Certains génotypes, alors je crois que le premier génotype que je vous proposerai dans une prochaine capsule, c'est celui que je trouve quand même en pratique celui qui a le plus d'impact sur la prise en charge médicale d'un patient, en particulier au niveau nutrition. Ah ben voilà, un troisième chien maintenant. Ah ben on est servi aujourd'hui. Bon, on va les laisser un peu s'amuser. Et donc, cette prise en charge va être très fortement influencée sur le plan nutritionnel par un gène, et donc le génotype correspondant qui s'appelle ApoE. Alors ça s'écrit petit a, petit p, petit o, E majuscule, ApoE. Eh bien, pour prendre l'exemple de ce gène ApoE, selon, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que ça se compliquerait un peu trop pour une première capsule sur la génomique, le fait est que ce génotype ApoE va avoir un impact dramatique sur les conseils alimentaires. Je me sens plus capable de donner des conseils alimentaires personnalisés, c'est quand même la base de la médecine fonctionnelle, parce que si on me dit, mais alors ne personnalisez pas, alors je
je ne vais pas prétendre que je fais de la médecine fonctionnelle. La médecine fonctionnelle, c'est justement le principe même de la personnalisation. Ce qui est bien, c'est que les deux grands chiens jouent ensemble, eux deux, et donc nous avons la paix, moins de perturbations. Et donc ce gène ApoE va avoir une telle influence sur la diète que comment voulez-vous donner des conseils nutritionnels à un patient sans connaître le génotype. Et ce génotype, je vous rappelle, on n'a aucun moyen pour le modifier. Par contre, on peut changer l'environnement, c'est-à-dire en l'occurrence ici l'alimentation. Il n'y a pas que l'alimentation d'ailleurs dans l'ApoE qu'on doit changer. L'ApoE a un impact sur l'activité physique. Retour du grand border collie. Un impact sur l'activité physique, un impact sur la consommation de tabac, d'alcool, fortement déconseillé dans certains génotypes. Vous me direz, c'est déconseillé chez tout le monde, mais bon, il y a des cas où c'est plus grave et où il faut être beaucoup plus vigilant. Et notamment, là, on est dans le cadre de la prévention de la maladie d'Alzheimer, ce qui n'est pas une mince affaire. Oui, ça n'a pas que des conséquences sur l'alimentation, ça a aussi des conséquences sur la prévention de la neurodégénérescence et des maladies cardiovasculaires. Donc c'est très lourd, hein, l'ApoE. Alors je vous en parlerai dans la prochaine capsule. Mais donc on peut modifier toutes ces habitudes de vie, on peut modifier aussi les prescriptions de vitamine D ou d'oméga 3 qu'on recommande à dose plus élevée dans certains génotypes ApoE. Vous voyez, tout est influencé. Alors, je ne me vois pas faire de la médecine fonctionnelle où je vais prescrire de la vitamine D, où je vais donner éventuellement les oméga 3 si les patients en manquent, s'ils ne mangent pas assez de poissons, ou s'ils ne convertissent pas bien l'acide alpha-linolénique qui est le premier des oméga 3, etc. Des conseils sur l'hygiène de vie, des conseils aussi sur la gestion de pathologies, parce que toujours pour cet exemple de l'ApoE, il y a un impact sur la gestion de la pression artérielle, sur la gestion du profil lipidique, ça part dans tous les sens. Alors, vous voyez le ridicule, sans le génotype ApoE, on va donner des conseils standards, des conseils médicamenteux, parce que quand on parle de pression artérielle et de lipides, ça peut déboucher sur le médicament. Ce n'est pas uniquement des mesures d'hygiène de vie ou des conseils nutritionnels. Ça peut aller plus loin selon les cas. C'est pas toujours suffisant de faire de la médecine naturelle sur des pathologies. Il faut parfois, souvent, enfin ça dépend aussi de quand on s'y prend. Si on s'y prend tout assez, on a beaucoup de puissance de feu avec l'approche naturelle, mais si on s'y est pris trop tard, ce ne sera pas suffisant. Et donc tout ça, plus l'alimentation, plus des conseils vis-à-vis de l'activité physique, plus des supplémentations en nutriments, et je vous ai cité certains, tout ça va dépendre du génotype. Bon, alors j'espère que j'ai pu vous convaincre. J'ai mis un peu le temps ici, j'ai mis pas mal de poids sur ce plateau de la balance. J'espère que vous êtes convaincus que, effectivement, pour faire une médecine fonctionnelle correcte, totalement personnalisée, on a intérêt à connaître la nature du génotype ApoE pour un patient donné. Et donc, c'est intéressant de faire le test. Alors, en quoi consiste le test ? C'est un petit tube de sang, un tube banal, donc c'est ce qu'on appelle un tube coagulé. Donc, on ne doit pas mettre de produit particulier dans le flacon. Il est vide en pratique. Et ça ne coûte pas cher. On peut tabler sur une quarantaine d'euros. Bon, je pense que ça doit être le prix. En tout cas, moi, je trouve facilement pour mes patients
de tests ApoE à ce tarif. Il n'y a pas besoin d'être à jeun pour tester ça, donc c'est encore plus facile. Et il y a plein de conséquences. Voilà, alors, c'est pas encore vraiment dans les habitudes, mais moi je vous dis que ça va l'être. Hein. On en reparlera, ok ? Quels sont les obstacles ? Financiers, pas vraiment. Bon, il faut reconnaître, c'est très raisonnable vu les conséquences gigantesques de la connaissance de ce génotype, en particulier celui-là, mais il y en a d'autres qui sont très intéressants. L'obstacle principal, le manque d'ouverture d'esprit, les régulateurs britanniques, peut-être plus que d'autres, parce que, bon, moi j'ai eu affaire, et j'ai toujours affaire aux régulateurs britanniques. Les régulateurs britanniques prétendent, les régulateurs, pas l'ensemble des médecins anglais, mais les régulateurs, prétendent qu'un médecin généraliste ne peut pas doser de génomique, ne peut pas prescrire de la génomique. Ça doit être réservé aux généticiens. Bon. Intéressant, parce que les généticiens, eux, s'occupent des maladies génétiques. Je vais vous dire, de la génomique, ils en ont rien à foutre. Le cadet de leurs soucis. Je me suis même battu avec les régulateurs britanniques au sujet du polymorphisme du gène LCT, qui correspond donc à la capacité ou non de sécréter de la lactase. Et donc on parle ici de la tolérance ou de l'intolérance au lactose. Eh bien, ils étaient dans le déni. Ils ne veulent pas qu'un médecin généraliste teste pour 40 € un polymorphisme qui me paraît, moi, fondamental, parce qu'avec un simple petit test sanguin, on peut déterminer si le patient est tolérant ou pas au lactose. Alors, on me dit, oui, il faut faire des tests d'haleine, qui peuvent aussi déterminer une intolérance au lactose, mais ils impliquent des faux positifs et des faux négatifs. Je ne vais pas m'étendre, on fera une capsule sur le gène LCT. Et donc, pourquoi s'embarquer dans des tests d'haleine où il faut aller à l'hôpital ? Parce qu'on ne fait pas ça dans un cabinet médical classique. Il faut des machines, il faut du lactose radioactif, enfin bon, pas dangereux, mais quand même, c'est lourd. Tout ça pour se retrouver avec des faux positifs et des faux négatifs, alors qu'il suffit de prendre un petit tube de sang, même pas à jeun, pour connaître le génotype LCT. Bon, qu'on arrête de rire, ok ? Eh bien, même pour ça, ils étaient en déni. Même pour ça, j'ai dû me battre. Bon, finalement, 3 ans plus tard, quelques centaines de milliers d'euros de frais légaux plus tard, bon, on m'a reconnu le droit de doser le gène, le génotype LCT. Ouf, quand même, merci, sympa. Bon, l'ApoE, on m'a aussi donné le droit, mais il faut faire attention. Bon, là, ils ont raison quand même, ces régulateurs-là. Il faut faire très attention, vu les implications dans le risque de maladie d'Alzheimer, il faut vraiment préparer le patient. Il y a des patients qui peuvent vous dire « Ah non, moi je ne veux pas savoir s'il y a risque accru ou réduit ou normal. Je ne veux pas entendre parler de ça. » Donc il faut vraiment faire attention et c'est le processus de consentement. Okay, les tests génomiques, comme tout test génétique, va demander un consentement. Et donc, il y a une explication à donner aux patients, pourquoi on teste ce gène et quelles seront les implications. Et alors, quand il y a une connexion Alzheimer, il faut la présenter. Et certains patients ont une phobie et ils ne veulent pas entendre parler de ça. Bon, c'est triste parce qu'en fait, on peut faire une très bonne prévention de nos jours du risque d'Alzheimer. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des cas où le risque est quand même nettement accru, donc c'est toujours un peu embarrassant d'expliquer ça. Et il faut être prudent. Mais c'est le genre de test qu'il faut pouvoir permettre
au médecin généraliste qui va s'occuper, a fortiori au médecin fonctionnel, parce qu'ils vont s'occuper de l'alimentation du patient, ils vont s'occuper des traitements médicamenteux du patient, ils vont s'occuper de la supplémentation en vitamine D, ils vont s'occuper des oméga 3 si ce sont de bons médecins. D'office, ok ? Bon alors voilà, finalement, ils ont bien dû s'avouer vaincus sur ce plan-là. Ils ne sont pas arrivés à m'interdire, et donc à interdire aux médecins fonctionnels, puisque bon, je pense pouvoir dire avoir pris la tête du mouvement au Royaume-Uni, puisque je dirige un peer group, un groupe de pairs, P-A-I-R-S, parce qu'il y a des femmes, beaucoup. Et donc un peer group qui se réunit une fois par mois, où tout le monde pratique la médecine fonctionnelle. C'est que des médecins d'ailleurs, c'est réservé aux médecins. Il y a des spécialistes, c'est bien, une belle panoplie, une dizaine de spécialités, et tous ces médecins ont donc eux aussi le droit maintenant de pratiquer des tests génomiques. Merci Dr Mouton, merci à l'investissement en frais juridiques qui, dans le monde anglo-saxon, ont une vague relation avec les frais juridiques que nous avons ici en Europe continentale. Disons que c'est plutôt un facteur 10, et encore, il faut regarder à la dépense et il faut un peu d'optimisme parce que sinon on a un facteur 20. Enfin bref, la victoire est de taille parce que sans mes tests génomiques, moi je me sens plus à l'aise, si vous voulez. Oui, comment est-ce que je faisais avant 2014, avant les tests génomiques ? Je ne les avais pas. J'ai commencé en octobre 2014 avec un test génomique qui se réfère à la thyroïde, qui est le gène DIO2. On en parlera, on fera une capsule sur le gène DIO2. Et puis j'ai commencé peu après, fin 2014, à faire le fameux ApoE. Donc ça ne fait que 5 ans et demi, on va dire, que je fais ça. Et avant, je ne le faisais pas. Mais je suis honteux de ce que je faisais avant la génomique. Parce que les conseils, ils étaient pas bons. Quand vous demandez à un patient qui en fait réagit mal aux graisses de partir vers une diète high fat, low carb, riche en graisse et pauvre en hydrates de carbone, mais vous pouvez lui faire du tort. Donc pour ça, il faut connaître son génotype ApoE. Sinon, vous allez battre le beurre, c'est le cas de le dire. Vous allez rater votre objectif qui est d'améliorer le phénotype. Pour améliorer le phénotype, excusez-moi, il faut connaître le génotype. Alors, est-ce qu'il faut envoyer le patient chez un généticien pour doser ça, alors que le généticien s'en moque de cette histoire d'alimentation depuis quand est-ce que les généticiens vont commencer à s'occuper de l'intolérance au lactose et d'expliquer aux patients quels sont les aliments qui contiennent du lactose ou qui n'en contiennent pas ou qui en contiennent un tout petit peu et où donc il y a une tolérance, une certaine marge de manœuvre, même s'ils sont intolérants. Bon, tout ça, c'est de la popote de médecine générale, de médecine nutritionnelle ou de médecine fonctionnelle. Ce n'est pas de la maladie génétique. Okay ? Bon, voilà. Donc, je voulais vous présenter tout ce sujet assez complexe aujourd'hui. Je pense que j'ai plus ou moins tout expliqué. De toute façon, on viendra dans des capsules ultérieures, gène par gène, génotype par génotype. On reviendra sur les détails pratiques. Mais je vais vous en reparler parce que pour moi c'est quelque chose qui va se développer très rapidement une fois que les gens auront compris l'intérêt et le caractère indispensable de la personnalisation de la médecine pour qu'elle soit efficace, et c'est tout le principe de la médecine fonctionnelle. Les gens voudront connaître leur génotype, certains de leurs génotypes. Rassurez-vous, il y a 22 000 gènes, il y a peut-être une vingtaine de génotypes
trentaine au maximum qui sont intéressants à tester, pas les 22 000. Okay. Voilà, bon, ben, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine.